Bienvenue du coup à la masterclass de Splio. Mathilde, je m'occupe du product marketing chez Splio et je vais animer cette session avec Clément Rubin, ici présent, qui est product manager en charge du messaging et du content chez Splio, c'est-à-dire tout le scope de notre offre qui correspond à la création du contenu, donc beaucoup de l'email builder dont on va parler aujourd'hui, jusqu'à l'envoi, la délivrabilité et également les nouveaux canaux, le SMS et les nouveaux canaux qu'on est en train de développer sur la plateforme. L'objectif de la session d'aujourd'hui, c'est de dérouler avec vous la création du design d'un email afin de vous partager des bonnes pratiques pour gagner en productivité et en efficacité dans la création de vos campagnes, parce qu'on sait que c'est une des tâches qui est les plus récurrentes et aussi les plus chronophages que vous avez à effectuer toutes les semaines et même pour certains tous les jours. Ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à poser des questions. Il y a un espace de chat sur le webinaire. N'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau. Ça nous permettra d'être assez réactifs. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Évidemment, il y aura un temps de questions à la fin si vous voulez garder quelques questions pour la fin. Et enfin, à la fin, si vous avez quelques minutes à garder pour nous, on enverra un petit sondage sur l'espace de communication du chat, qui sera un petit sondage pour définir le thème d'une prochaine masterclass qu'on aimerait bien organiser le mois prochain. Donc, si vous pouvez garder juste une minute pour répondre à une question, ce sera juste une question à choix multiples. Clément, je te propose de démarrer. Pour vous donner un peu de mise en contexte, aujourd'hui, on s'est mis à la place d'un de nos clients qu'on a appelé PopHat, que certains connaissent parce que c'est un environnement de démo qu'on utilise beaucoup chez Splio. Aujourd'hui, on est un annonceur, on est PopHat, on est un revendeur spécialisé dans les chapeaux, on a un site web et différentes boutiques. Et aujourd'hui, moi, je suis chargée de campagne CRM. Je suis en train de préparer ma newsletter hebdo. C'est la newsletter que je fais toutes les semaines, dans laquelle je mets en avant mes nouveautés. Et ce que j'aimerais, c'est arriver à créer cette newsletter assez rapidement, tout en arrivant à personnaliser mon contenu, parce que je sais que j'ai pas mal de produits que je veux mettre en avant. J'ai pas forcément envie que tout le monde reçoive la même communication, parce que j'ai des produits pour hommes, pour femmes, j'ai différentes choses, et puis je voudrais donner à mes clients une expérience qui soit assez personnalisée. Et en même temps, je suis toute seule pour le faire, et j'ai évidemment pas toute la journée à y passer. Donc, on va voir ensemble avec Clément comment est-ce qu'on peut faire ça facilement. Vous allez voir que pour arriver à faire ça, c'est-à-dire que pour arriver à créer des campagnes qui sont pertinentes, de qualité, tout en étant personnalisées, euh, arriver à le faire rapidement va aussi beaucoup dépendre de votre capacité à anticiper certaines choses et notamment à créer les choses pour pouvoir les réutiliser à l'avenir. Donc, ce que ça veut dire, c'est que un des enseignements, je pense que vous allez voir aujourd'hui, pour ceux qui ne l'avaient pas encore en tête, je pense, c'est que pour arriver à créer des choses, pour arriver à être productif, le mieux, c'est quand vous créez quelque chose pour la première fois, de le créer de manière, on va dire, qualitative, d'y passer du temps la première fois, et ensuite de le sauvegarder pour pouvoir le réutiliser à l'avenir. Et on va voir que c'est vraiment une des clés pour arriver à être productif au jour où vous voudrez créer votre campagne. Euh, Clément, pour démarrer, est-ce que tu peux nous rappeler les principaux concepts de l'email builder et c'est quoi les grands concepts de l'email builder chez Splio, de manière à s'assurer qu'on parle tous le même langage pendant la session d'aujourd'hui? Alors, pour ça, je vais partager mon écran du coup, pour pouvoir vous montrer un petit peu comment on voit, enfin, qu'est-ce que l'email builder et ce qu'on trouve dans l'email builder. Alors, il faut que je récupère le partage. Alors, dans l'email builder de Splio, donc on va appeler cet email masterclass, on va travailler sur celui-ci aujourd'hui pour Papat. On va retrouver quelques notions assez principales. Donc, on a toujours les settings qui sont du coup les paramètres principaux de l'email. C'est là qu'on va trouver enfin, on va dire les paramètres les plus importants, comme la largeur du contenu. On représente ici, on a 500 pixels. En général, un contenu, on va essayer de compter les choses entre 400 et 700 pixels, que ce soit pas trop large sur l'écran, pas trop petit, donc assez lisible, mais pas non plus qu'on ait un article de journal. Et on va avoir d'autres informations, comme est-ce qu'on veut centrer à gauche, à droite, quelque chose qui va vraiment être appliqué à l'ensemble de l'email. Ici, on va revenir dessus, mais on a la partie pre-header. Et dans cet email, en fait, on va retrouver des rôles. Donc un email, le contenu général de l'email est, enfin, est, est fait de rows, donc des lignes. Si moi mon message builder est en anglais, les lignes, c'est vraiment ce qui va nous permettre de faire le premier formatage, de choisir le nombre de colonnes qu'on va avoir. Donc une colonne, deux colonnes, trois colonnes. On va avoir différents types de rows. On va voir un petit peu après, donc des rows vides, des rows templates. Donc c'est les bonnes pratiques qu'on vous propose chez Splio.
ou de la recommandation de produits. Et dès qu'on a mis des rows en place, on va avoir la notion de bloc, donc ici de content ou à deux endroits, on peut parler de tuiles. C'est vraiment ce qui va permettre de choisir le type de contenu qu'on va afficher dans la row. Donc ici, on va avoir des titres, des paragraphes. Les bonnes pratiques en termes de texte, c'est vraiment d'utiliser les titres des paragraphes ou les listes ici. Donc d'utiliser le bloc qui est adapté parce que derrière le CSS, l'HTML qui va être généré va être vraiment parfait pour ce type d'affichage. Donc si on veut mettre des petits bullet points, on va prendre des listes et non pas des paragraphes en mettant nous-mêmes des astérisques. Dans les autres tuiles assez utilisées, bien sûr, il y a l'image, le bouton pour les CTA, donc très important. Le divider, c'est quelque chose qui sert à faire des séparations propres et on oublie souvent le spacer qui permet en fait de mettre des espaces vides, mais des espaces vides avec une dimension définie. Voilà. Donc, pour rappeler rapidement, on a l'email général, les lignes qui vont composer l'email et qui vont faire des grandes sections, et dans ces lignes, on va retrouver les contents. OK, super. Merci beaucoup Clément et si on passe maintenant à la création de ma campagne, on va dérouler la construction de l'email du haut vers le bas parce que c'est le sens, le plus logique je pense qu'on peut trouver. Hem, la première chose qui me vient en tête, c'est le pré-header. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est toujours important? Est-ce que c'est obsolète? Est-ce qu'on le fait encore? Si oui, pourquoi? Et puis comment est-ce qu'on peut le créer facilement? Alors le pre-header qu'on retrouve, donc bien dans les paramètres, ce n'est pas obsolète du tout, c'est justement, très utile, principalement pour, Gmail, parce que Gmail le met beaucoup en avant, mais Outlook va aussi le mettre en avant, Yahoo va aussi le mettre en avant, heu, Orange aussi va le mettre en avant. Le pre-header, en fait, c'est la, 1re phrase qu'on va voir dans le client mail. Donc dans le client mail, on voit l'objet du mail en premier et juste en dessous, on va avoir une première phrase. Cette première phrase, justement, c'est le premier texte qui apparaît dans l'email. Donc, on s'attend souvent à voir le texte qui apparaît là, mais en réalité, on peut mettre un texte caché, un texte fictif juste avant, qui lui va servir d'apporter un peu d'appétence dans ce client mail, et donc d'augmenter l'open, le taux d'open de l'email. OK, On est donc capable de le setter juste ici, de le préparer ici dans les settings. OK et ça se rentre comme un champ texte? Et ça se rend comme un champ texte. C'est littéralement un texte où on peut mettre des emojis. OK, super. Hem, on passe à la suite. Ben, pour démarrer le design, la première chose que je fais en général, c'est de créer le header. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour le header? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités que tu nous conseilles d'utiliser plutôt que d'autres? Est-ce que tu as des bonnes pratiques sur le header? Alors pour le header du design, justement, il faut essayer de, coller un petit peu à sa charte graphique. Donc il n'y a pas de pratique parfaite pour avoir une bonne conversion sur l'email. Ce qui est vraiment recommandé, c'est de ne pas avoir un header trop gros. Donc si le header est trop gros, on ne va pas voir le début du contenu, on ne va pas avoir envie de scroller pour aller voir de quoi parle l'email. Donc un header de taille raisonnable, pas trop fin non plus. L'idée, c'est, ouais, coller sa charte graphique, ce qui fait que si vous avez un logo habituellement qui est tout petit, qui est vraiment central avec, des décorations autour, gardez ça. C'est votre charte graphique, le client est habitué à ça, donc gardez ce petit logo. Si en revanche, vous avez un header qui, sur votre site prend toujours la largeur, ou sur votre communication prend toujours la largeur, faites-le aussi. Mais faites en sorte quand même qu'il ne soit pas trop haut. Avoir un menu dans un header, ça peut aussi être utile si vous avez justement, pas mal de catégories pour rappeler, pour du retail, par exemple, des catégories, hommes, femmes, enfants. Ça peut être une manière d'amener rapidement sur le site en proposant une catégorie qui va intéresser, comment dire? Le récipient, le Personne qui recevra receveur, la le communication. receveur de la communication, c'est ça. OK et en termes de fonctionnalité, du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles d'utiliser pour être assez, productif, pour aller vite? Effectivement, pour la productivité, le mieux, c'est d'utiliser, bah, les, blocs partagés. Donc les blocs partagés, on les trouve dans le designer ici, sous, ce qu'on appelle les save content en anglais. Donc j'ai laissé mon interface en anglais. Donc les blocs partagés, c'est le premier onglet de tout ce qui est sauvegardé. L'idée de ces blocs partagés, c'est de pouvoir les créer à un seul endroit et de pouvoir ensuite les réutiliser dans toutes les communications que l'on va faire. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un header qui va respecter notre charte graphique, et quand on va venir le modifier, on va pouvoir changer la couleur. Donc si un jour on va changer le logo, la couleur de la charte graphique, ou alors par exemple qu'on a un menu, on va rajouter une nouvelle catégorie, et ben, en la modifiant ici dans ce bloc partagé, la modification va être partagée entre tous les emails où c'est intégré. Donc ça évite d'avoir à refaire tous les emails. Donc par exemple pour des emails transactionnels qui tournent dans des campagnes récurrentes, on n'aura rien à faire. Et de même, quand on va créer des nouvelles newsletters, on aura juste à réutiliser ce bloc partagé et on n'aura rien à recréer, on aura à faire la modification qu'une seule fois. Donc comme on parlait tout à l'heure des templates, autant en profiter pour montrer, par exemple, un header qu'on a ici qui est préfet. Donc ces templates-là, ils sont estampillés Pop-at, mais ce sont des templates qui sont disponibles pour l'ensemble des clients.
Pop-At, c'est notre marque fictive, c'est pour ça que justement on les a mis comme tels. Donc on peut avoir ici le Pop-At et par exemple prendre un menu, comme on disait juste avant. Ici, on va changer l'image pour avoir quelque chose qui correspond un petit peu plus à l'image de marque de Pop-At. Donc, on pourrait mettre Et quelque du chose coup, de plus. Clément, juste pour être sûr, ces templates que tu nous montres, ils sont disponibles sur tous les domaines, donc tous nos clients y ont accès en guise un petit peu d'inspiration le jour où ils démarrent avec Splio, comme ça ils partent pas de zéro, ils ont un peu des idées pour démarrer sur quel pourrait être un header et une base, même si évidemment ils ont changé le logo pour pas parler de Pop-At, mais cette base de template est disponible. C'est exactement ça. Ok. En fait, cette base de template, on s'est basé vraiment sur les cas les plus récurrents. On a fait une petite étude sur l'ensemble des designs qui étaient envoyés sur une année pour regarder vraiment ce qui était le plus envoyé et voir les bonnes pratiques. Donc, on va dire, on a fait une sorte de moyenne et on les a améliorés avec les bonnes pratiques de délivrabilité pour se dire que voilà, c'était des choses à faire, donc des bons exemples à prendre. Et pour finir, du coup, sur les blocs partagés, dès qu'on a créé notre header, on récupère en fait les blocs partagés ici, dans ce bloc. On va venir mettre là pour pouvoir choisir ensuite le header qui est ici et l'intégrer. Et on a notre header. Ok, super facile. Euh, on continue sur la poursuite de la création de mon email. Ce que j'aimerais ensuite, c'est commencer mon email par un peu de texte, un petit peu d'image, et ensuite je voudrais mettre une sélection de produits. Mais ensuite, enfin vraiment, juste après mon header, je voudrais mettre un petit bloc de texte qui va annoncer qu'aujourd'hui je suis en train de parler des nouveautés, du lancement de ma nouvelle collection, et mettre aussi une image un petit peu attractive, peut-être un sitier. Là, qu'est-ce que tu me conseilles d'utiliser pour faire ça? Alors là, le mieux, c'est justement d'utiliser les blocs sauvegardés. Donc, il y a les blocs partagés et les blocs sauvegardés. Les blocs partagés, c'est vraiment un bloc qui est partagé entre différents emails. Donc, modifier une fois égale le modifier partout où il est. Les blocs sauvegardés, c'est des templates, en fait, qu'on va se faire. Donc, une nouvelle, dès qu'on fait une nouvelle ligne et qu'on va mettre des blocs dedans, on va pouvoir sauvegarder cette ligne. Donc, si je prends une nouvelle ligne ici et que je décide de la sauvegarder, ici, je vais avoir un bloc sauvegardé. Donc, ça va être un template. On peut les retrouver après les avoir sauvegardés, ici dans les lignes, sous sauvegarder. L'idée, c'est d'avoir un bloc qu'on va pouvoir réutiliser, mais remodifier par communication. Donc, c'est beaucoup plus utilisé pour, par exemple, des newsletters. Donc, si on formate dans chaque newsletter une présentation de produits. Par exemple, ici, on présente un premier produit, un deuxième produit, un troisième produit. Le fait de formater de cette manière-là, je n'ai pas envie de le refaire à chaque newsletter, mais j'ai pas envie de pouvoir le réutiliser en mettant des produits différents. Donc, je le sauvegarde. Ici, je le récupère dans les sauvegardés, je le réinsère. Et pour ma nouvelle newsletter, je vais changer le produit que je vais présenter parce que cette fois-ci, on veut présenter, par exemple, le produit 12, 13 et 14. Ok. Et est-ce que tu peux nous montrer un petit peu la flexibilité si du coup dans ce bloc-là, ce que je veux, c'est mettre un texte à gauche et puis une image à droite. Comment est-ce que je peux faire ça facilement? Alors si justement on veut mettre un texte à gauche et une image à droite, on peut tout simplement soit déplacer les blocs vraiment d'une colonne à l'autre, Ok. ou en fait recréer une colonne qui peut ressembler. Et si on veut vraiment réutiliser ces blocs-là et se dire que ça va être un nouveau bloc parce qu'on a changé un petit peu notre charte, on va avoir une autre manière de les afficher. Hop là. On les met là. Ok. Et du Et coup, comme ça me permet, quand je fais ma newsletter hebdo toutes les semaines, d'avoir mon bloc que je sauvegarde. Là, je le partage pas parce que ma campagne, évidemment, elle va changer toutes les semaines. Et puis, quand je change mon contenu cette semaine, j'ai pas envie que ça se propage sur ma news de la semaine dernière, si quelqu'un était amené à la réouvrir. Mais comme ça, je peux réutiliser un bloc. Et par contre, évidemment, je modifie le texte, j'adapte l'image à la collection de la semaine, quelque chose comme ça, quoi. complètement. Si Ok. justement le nouvel affichage, c'est pour avoir deux colonnes, on peut venir resélectionner la colonne qu'on a créée, donc la nouvelle colonne. On peut faire ça plus simplement, re-afficher, donc, petit tips Ok. pour avoir des colonnes ici, et la re-sauvegarder, parce que ici c'est notre news Ok. display product 2. Est-ce que tu peux zoomer sur ce que tu nous as montré sur la structure de colonne? Ça permet d'élargir, d'agrandir les colonnes dynamiquement, c'est ça? Dynamiquement, on peut dire dynamiquement, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais effectivement, ça nous permet de changer la structure. Donc, quand on a une ligne entière avec plusieurs colonnes, on va pouvoir ici, au-dessus de layout, avoir les paramètres de toute la ligne, et en dessous, enfin, jusqu'à layout, et en dessous, on va avoir la structure des colonnes, et on va pouvoir du coup modifier la structure de chaque colonne indépendamment. Donc là, Ok. ça va être la taille entre chaque colonne. Donc, on voit que la colonne de droite est beaucoup plus petite, elle a une taille de 3 par rapport à une taille de 9. Ok. Là, elles sont égales.
Et on va pouvoir modifier, si on veut mettre de la couleur juste à gauche, par exemple, on va pouvoir le faire ici. Et si je veux mettre une couleur différente à droite, j'ai cliqué. OK. On peut mettre une couleur différente à droite. Super. Et sur ce texte d'intro, souvent on dit, «Bonjour, bonjour Clément», par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on peut insérer des variables comme ça facilement pour personnaliser un petit peu le texte d'un email, ouais. On va justement du coup avoir utilisé une colonne vide pour faire notre introduction. Pour insérer des variables, en fait, c'est assez simple. On a directement ici un petit menu qui va nous permettre d'aller trouver toutes les variables disponibles pour personnaliser un email. Donc soit on va faire une recherche à partir, des termes qu'on connaît, soit si on ne sait pas sur quoi on peut personnaliser, on peut aller regarder directement dans les sections. Donc par exemple, pour personnaliser au contact et aller trouver, la variable qui nous intéresse. Donc ici, on veut dire bonjour à quelqu'un, donc on va insérer le prénom et on va pouvoir lui dire hello. Voilà, tout simplement. Donc toutes les variables sont disponibles sous ce menu, heu, ici. OK, super. Sur la création du texte justement, on est en train d'ouvrir, une phase de bêta sur une fonctionnalité de Gen AI qui va permettre de générer du texte. Est-ce que tu veux en dire, 2 mots peut-être? On a du coup cette nouvelle possibilité maintenant pour, pouvoir être un peu plus, productif et se poser un petit peu moins de questions. Justement, si on a peur de la page blanche, on va maintenant pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalité qui est ici. Donc, dès qu'on est dans un bloc de texte, donc que ce soit un titre, que ce soit un texte, enfin un paragraphe ou des listes, ou même dans un CTA directement, on va pouvoir avoir ce petit bouton qui va nous permettre, d'ouvrir un prompt et de lui demander, de nous, créer un texte, d'améliorer un texte, de traduire un texte. Donc, si on donne un exemple un peu rapide, heu, on va rester sur le thème des chapeaux. On veut quelque chose d'un peu plus long quand même parce que, voilà, c'est court pour une introduction. OK, Je vais le rendre plus super. long et on va pouvoir l'intégrer directement ici. OK. Voilà. Hem, Cette fonctionnalité, elle va bientôt être disponible en phase de bêta. Elle sera, ouverte à un nombre limité de personnes, parmi nos clients évidemment. Je vous mets le lien tout de suite dans la discussion. Si c'est une fonctionnalité qui vous intéresse de tester, je vous invite à cliquer sur le lien, à remplir un questionnaire qui est vraiment très court. Ça nous permet de recenser du coup tous les clients qui pourraient être intéressés pour tester cette fonctionnalité et ensuite vous serez rappelé par nos équipes produits, vous serez rappelés par nos équipes produits pour rentrer dans cette phase de d'early access. J'ai juste une question qu'on nous a posée en live, Clément, je te propose de te Ouais. la poser en direct. Quand tu montrais les blocs produits, on a montré, d'après la question, on a montré, 4 blocs ou 6 blocs. Est-ce que les blocs produits sont forcément, pairs? Ou est-ce qu'on pourrait, faire une ligne avec 3 produits, une ligne avec 2 et avoir des blocs du coup de 5 produits? Je pense On que c'est pourrait ça la faire, question. oui, exactement, on pourrait faire exactement comme on veut. Donc, ici, on va avoir 6 3 2 produits. Si on veut en mettre, 3, on va pouvoir utiliser une colonne avec 3. Si on veut en mettre 4, on peut soit mettre une colonne avec 4, soit tout simplement prendre la colonne, enfin la ligne où il y a 3 colonnes et rajouter une colonne, comme ici. Puis OK. ensuite, on va mettre 3 3 3 et puis comme ça nous permet d'avoir une ligne. OK, ça marche. Et ben, c'était une question de Roxana. Roxana, j'espère que ça a répondu à votre question. N'hésitez pas à reposer une question si, ou à compléter si c'est pas le cas, on essaiera d'y répondre, ensuite. Hem, donc, si je poursuis, j'ai créé mon petit texte d'accroche, j'ai mis mon image. Ensuite, ce que je voudrais, c'est mettre une sélection de produits de mes nouveautés, que je vais vouloir un peu personnaliser. Est-ce que tu peux nous montrer, du coup, Clément, comment est-ce que pour cette sélection de produits, quelles sont les options que j'ai, pour, mettre ma sélection de produits? Est-ce que, ben, j'imagine qu'il y a au moins une option qui est manuelle, une option qui est un peu personnalisée. Il y a plusieurs manières de personnaliser les choses. Est-ce que tu peux nous montrer comment on pourrait Mmh. faire? Ah oui, du coup, effectivement, il y a plusieurs manières. Donc, pour revenir sur cette, méthode-là, ça, c'est une méthode un petit peu dynamique. Donc, comme vous voyez, il y a pas mal de syntaxe, de personnalisation Splio. Donc là, on va utiliser la syntaxe qui est capable de récupérer un produit à partir de l'identifiant de ce produit, dans la base. Mais on pourrait faire beaucoup plus simple en mettant directement, le nom de produit et ici, derrière l'image, en mettant, l'URL du produit. Donc, cette méthode est une méthode qui, moi, me permet d'aller, par exemple, beaucoup plus vite en sachant que ma base est mon catalogue produit chez Splio est propre et en allant chercher directement juste les ID des produits et comme ça, je peux itérer, plus vite. Une autre méthode, en fait, pour afficher, donc ça, c'est vraiment la méthode, simple, efficace. Donc il y a la méthode où je vais mettre les images moi-même, les URL des images et les noms des produits, qui est encore plus simple, mais qu'on est obligé de répéter, même si le format, on a pu le sauvegarder dans la ligne.
Et ensuite, on a une autre méthode. Donc avant de parler de conditions pour qui afficher, on a une autre méthode plus intelligente qui est de faire de la recommandation de produits. Donc aujourd'hui, on est capable de faire de la recommandation au contact. C'est-à-dire, on ne va plus choisir les produits qu'on va afficher. Donc pour une newsletter, on ne va plus mettre nous-mêmes en avant deux, trois produits qui vont vraiment être spécifiques à cette collection ou à cette opération. On va laisser la machine choisir les produits qui vont être les plus appétants pour un client donné. Donc pour ça, on retourne dans les contenus partagés. Donc dans les contenus partagés, maintenant on a un nouvel onglet à droite qui n'est pas disponible pour tout le monde. Donc il y a quand même un add-on, on va dire, à activer, une requête à faire auprès de TCSM ou auprès du support. Et quand on active du coup cette recommandation de produit, on va pouvoir créer donc des recommandations qui sont basées sur des stratégies. Donc est-ce qu'on va vouloir améliorer la valeur d'un client, donc augmenter, donc c'est plus se poser sur du cross-sell, est-ce qu'on va pouvoir convertir ces récents comportements avec nous, donc tout ce qui est vu sur le site, panier abandonné et tout, etc. Donc on peut passer sur toutes les stratégies. Et à partir du moment où on a créé ce bloc, justement, ça se crée comme un bloc partagé et on va le retrouver dans l'email sous les lignes. Donc ici, on va avoir les recommandations de produits et on va être capable de les intégrer, par exemple, de cette manière. Donc celles-ci sont aussi synchronisées comme les blocs partagés. On les voit donc vraiment apparaître et c'est la même logique. C'est-à-dire qu'on les modifie dans la recommandation de produit, au niveau de la recommandation de produit, et elles vont être modifiées dans tous les emails où on a intégré ce bloc. Donc ça, c'est la manière plus dynamique. Donc l'idée est vraiment qu'on aura un produit recommandé par contact. Donc deux contacts ne vont pas voir la même chose, étant donné qu'ils n'auront pas forcément la même recommandation, car ils n'auront pas les mêmes appétences. Et pour ce qui est de l'affichage donc de produits dans un email, il y a du coup une troisième notion qui est la partie plus condition. Donc on peut conditionner l'affichage. Ici, par exemple, on a fait la recommandation de produit. Ici, on a fait de l'affichage un peu dynamique, on va choisir. La recommandation de produit, on se doute qu'elle va être pertinente sur des clients que l'on connaît. Donc, on a envie de l'appliquer seulement sur des clients dont on a des données. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une condition dessus. La condition là. Voilà. Et on va utiliser donc les conditions qu'on va retrouver variables. Donc là, on a toujours notre système de variables, les custom fields. Et ici, on va avoir des exemples de conditions. Donc dans les conditional blocks, on va pouvoir voir le if, le end if. Donc c'est si quelque chose, alors on affiche. Si ça ne se passe pas, alors on n'affiche pas. Donc on va prendre celui-ci, ça me le copie dans mon presse-papier. Et on va pouvoir compléter en disant si on va dire que client égale vrai. C'est un peu exagéré comme exemple, mais si c'est un client, alors j'ai copié la même chose. Donc si c'est un client, alors on va afficher la recommandation de produit. Et si ce n'est pas un client, alors le contact qui va recevoir cet email ne recevra pas la recommandation de produit, il ne verra que le premier bloc. Parce qu'on n'a pas assez de données, par exemple, pour la recommandation de produit, ou parce qu'on n'a pas envie de recommander ou de lui proposer plus de choses. Voilà. On pourrait faire justement des conditions sur le genre, sur l'âge, sur la langue aussi. Donc ce qui est très fréquent, c'est effectivement le genre, l'âge, la langue. Par exemple, mettre en avant, si on vend des chapeaux, le modèle que l'on va mettre sous le chapeau pour les hommes, ça va être un homme. Le modèle qu'on va mettre sous le chapeau pour les femmes, ça va être une femme. Alors que la newsletter porte sur la même nouvelle collection été. Du coup, techniquement, par exemple, là, imaginons que je voudrais avoir un bloc, on a notre ligne avec nos 3 produits. Je voudrais avoir un bloc de 3 produits avec 3 produits femmes si les personnes est une femme, un bloc de 3 produits avec des produits hommes si j'ai l'information que c'est un homme, ou une autre version par défaut. Je le fais en intégrant du coup les blocs les uns en dessous des autres, en ajoutant une condition juste avant, c'est ça? C'est ça. Du coup, si on va voir ensuite du par défaut, donc on peut se dire si c'est une femme, alors on va afficher ce bloc. Si c'est un homme, on va pouvoir afficher ce bloc-ci. OK. Et pour le par défaut, donc si c'est un homme, comme on est toujours dans la suite de la première condition, on va taper else if. Et par défaut, donc
par défaut, on va taper juste else. Et donc, on aura, par exemple, par défaut, ce dernier bloc. Dire c'est le par défaut. OK. Du coup, si je reprends, sur la sélection de produits, on va avoir plusieurs options. Je sélectionne une liste de produits, manuellement. Je sélectionne donc là, c'est la première option, je suis complètement, manuel. Deuxième option, je laisse la recommandation de produits complètement, sélectionner les produits qui vont être le plus pertinents pour chaque client en fonction de la stratégie que j'aurais utilisée. Sachant que la recommandation de produits aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qui est disponible que si vous avez l'option de la CDP qui est avec nous. Troisième option, qui là est disponible pour tout le monde, c'est d'utiliser des blocs conditionnels où là, je vais conditionner l'affichage de mon produit à un certain nombre sur la base d'une certaine variable, qui vont être disponibles dans ma base de données, type, le genre, type, le statut, type, ça peut être le statut, client, prospect et cetera. Je pense que c'est intéressant de mentionner aussi, une sorte de quatrième niveau de personnalisation, qui va être valable aussi qui va pouvoir se baser sur justement le contenu du coup de ces différentes variables. Ces variables, en fait, elles vont dépendre des informations que vous avez dans votre base de données. Donc, typiquement, on expliquait le genre, homme, femme, le statut, client ou pas client, c'est des informations qui sont disponibles de manière standard. Quand vous avez l'option de la CDP, vous avez également tout un tas d'agrégats qui sont disponibles et qui vous permettent d'affiner du coup ce niveau de personnalisation, type la catégorie préférée ou la catégorie du dernier achat, ou le magasin préféré, et c'est des informations qui vont vous permettre du coup de rajouter un niveau de personnalisation qui peut être important. Hem, voilà pour la sélection, de produits. Je vois des questions qui ont été posées en live. Qu'est-ce que veut dire clients? Ne sont-ils pas tous déjà clients s'ils font partie de notre base de données? Alors non, en fait, ça dépend des environnements, ça dépend de votre environnement. On a certains clients pour lesquels, 100 des gens qui sont dans la base de données sont des gens qui sont clients, c'est-à-dire des gens qui ont déjà fait un achat, et on a des clients pour lesquels, dans la base de données, il y a des clients, c'est-à-dire des gens qui ont déjà fait un achat et également des prospects, c'est-à-dire des personnes pour lesquelles vous avez uniquement l'email ou l'opt-in qui ont pu être recrutés, par jeu concours ou par, l'encart des newsletters sur le site. Donc, il peut y avoir, des personnes en base de données qui ont des statuts qui sont différents, qui sont clients ou plus clients, ou qui ont aussi des statuts d'inactifs. On a certains clients qui considèrent que les personnes qui n'ont pas fait d'achat depuis plus de 12 mois ont un statut d'inactif, ce genre de choses. Donc, il peut y avoir effectivement en base de données des gens qui ont différents statuts. Effectivement, je faisais la différence prospect-client sur l'achat. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui sont inscrites à la newsletter, mais qui n'ont jamais fait d'achat chez nous. Oui, une question, je lis les questions au fur et à mesure parce elles sont intéressantes. Est-ce que je pourrais avoir une recommandation de best-seller au sein d'une catégorie de produits, d'une gamme de produits en particulier? Non, pas encore pour l'instant, mais c'est des évolutions sur lesquelles on travaille sur la recommandation produit. C'est la prochaine qui arrive très bientôt. Ouais, voilà, c'est la prochaine qui arrive bientôt. Question suivante, comment savoir que les produits affichés correspondent bien au genre du client? Il faut que le produit soit marqué homme ou femme. En fait, dans l'exemple qu'on montrait, c'est vous qui allez sélectionner les produits, qui vont s'afficher, et ensuite vous rajoutez une condition en disant: «Cette ligne de produits, ce bloc de produits ne va s'afficher que quand les gens sont des hommes ou sont des femmes». Donc les produits que vous allez sélectionner, c'est vous qui allez le faire. Je pense que peut-être que ça vaut le coup que tu me montres juste, Clément, comment est-ce qu'on va chercher le produit qui s'affiche? Parce que c'est là, dans cet exemple-là, on parlait vraiment d'un bloc avec X produits que vous voulez afficher, et c'est le déclenchement de cet affichage qui est conditionné à la variable. En revanche, c'est vous qui sélectionnez manuellement ces produits-là. Donc, je pense que je peux te laisser, Clément, juste montrer exactement comment est-ce qu'on sait, comment, peut-être un peu basique, mais en fait, comment est-ce qu'on sélectionne le produit qu'on va vouloir afficher quand on a rajouté un bloc produit? Comment Alors, par exemple, pour les hommes, tout bêtement, les 2 méthodes dont je parlais, soit on va choisir nous-mêmes le produit, donc le chapeau homme. Donc si c'est vraiment Donc une là, méthode très t'es spécifique, juste allé chercher dans ta base de données produits, juste quand tu montres comment tu alors fais là, le je suis lien. juste allé chercher, en fait, en changeant l'image, dans mes assets, donc dans ma librairie d'assets d'images. Donc je Ok. pourrais très bien, ici, mettre un URL d'image produit, donc qui vient de mon site, donc qui est stocké chez moi, qui correspond au produit que je vais afficher, et l'afficher ici. L'autre solution, donc celle moi que j'utilise un peu plus, parce que ça me permet d'avoir tout mon catalogue produit côté Splio, et c'est tout, c'est d'aller utiliser justement les identifiants donc des produits. Donc les identifiants des produits, je vais aller chercher dans les données de sales, donc dans les données de sales, enfin, tout ce qu'on appelle les données de vente. Ici, je vais avoir des produits. Donc si je veux afficher par exemple aller sur les accessoires, l'accessoire Venezia. Donc c'est le ici genre l'ID. Donc l'ID, je vais prendre celui-ci. Je vais mettre l'ID ici. Et dynamiquement, avec cette syntaxe-là, en fait, je vais aller chercher les produits
dont l'identifiant est ici, donc dans ce champ texte. Donc, entre cette balise qui va chercher tous les produits et cette balise qui veut dire c'est la fin de l'affichage de ces produits, tout ce que je vais mettre qui va dépendre d'un produit, donc là le nom du produit, le prix du produit, et dans cette image, on voit que c'est l'image, enfin l'URL d'image de ce produit. Tout ça va dépendre de la balise ici et de la balise ici, et donc du chapeau que j'ai sélectionné juste avant. Donc c'est via son identifiant que je vais y faire référence. Et là, de la même manière, on voit que j'ai fait référence au chapeau dont l'identifiant c'est hat10sr. Si je retourne là, le hat10sr, voilà, il est ici. Donc c'est le Sanremo. Donc je vais afficher le Sanremo, donc son nom Sanremo. L'image, c'est celle qui est ici. Et dynamiquement, ça va venir rechercher tous les champs du catalogue produit. Ok, top, merci. On a une question aussi sur l'affichage conditionnel. Est-ce qu'on peut faire un affichage conditionnel à partir d'un filtre de contact ou de segment? Alors oui, on va voir ici dans les conditions. Donc tout ce qui est conditionnel, c'est dans les variables conditional block. Donc si on veut se baser sur un segment, alors l'exemple n'est pas ici. Je pense avoir mis l'exemple là, donc l'exemple n'est pas là. L'exemple est quelque part, il se trouve dans les templates. Donc dans les templates, on va avoir tac, tac, lequel est-ce? Voilà. Ici, si on veut avoir quelque chose qui se passe dans un filtre, donc on peut se baser sur le template de produit. Donc, C'est juste que on ton bien sûr exemple pas. est sur un template que tu avais déjà fait, mais c'est disponible sur tout type de bloc, en fait. Ça, c'est disponible. Et en plus, c'est dans les templates, donc c'est disponible pour tout le monde. Les templates qui sont dans les lignes sont vraiment disponibles pour tous les clients. Ok. C'est un template, donc il faut bien sûr changer les ID. Donc ici, ce qu'on va vouloir, c'est les contacts. Donc pour les contacts, on va retirer le product. Donc pour tous les contacts qui sont dans le segment, là, on va mettre l'ID de notre filtre. L'order by, c'est pour faire un ordre de lancement. La direction, la limite, c'est pour le nombre de fils qu'on veut afficher. Ah non, la question, c'était pour les produits, pardon. Donc je vais la garder. Non, c'est juste, est-ce qu'on peut conditionner l'affichage d'un bloc à une condition qui n'est pas une variable, mais qui est un Oui, filtre de contact ou un segment? j'ai fait le mélange entre les deux. Oui, effectivement. Donc on va garder la même logique. Donc comme c'est une condition, c'est pas for each qu'on va utiliser, mais if. Le contact est dans le segment. Du coup, on n'a plus besoin des options supplémentaires. Et en fait, ici, On rentre l'ID du segment. on rentre l'ID du segment. Et en fait, de cette manière-là, on a exactement la condition sur un segment. Donc ça, cette condition, je pourrais la mettre Sur n'importe quel bloc, du coup, derrière. sur n'importe quel bloc. Donc à la place de filtrer sur le genre, ici, en fait, je pourrais filtrer sur un segment. Ok, d'accord, ça marche. La question venait de Morgane, j'espère que ça a répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser la question à nouveau ou à préciser. Super, ben, merci beaucoup. Si on continue la création de notre email, ce que je me demandais, c'est, là on parle de personnalisation en fonction d'une variable, du type de client, d'un segment client. Si on veut faire la personnalisation en fonction du programme de fidélité du client, on a des personnes qui ont, on a beaucoup de clients chez nous qui ont aussi un programme de fidélité avec des gens qui sont porteurs de carte ou pas porteurs de carte. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de personnalisation en lien avec le programme de fidélité? Est-ce qu'on peut se servir des emails justement pour recruter des gens dans son programme de fidélité? J'imagine qu'on va réutiliser des choses que tu nous as déjà montrées, mais là, je pense que c'est intéressant plutôt de l'ordre de la bonne pratique, de montrer comment est-ce qu'on peut rajouter des blocs de personnalisation dans l'email pour aussi aider au recrutement ou au déploiement de son programme de fidélité. Donc, totalement. Du coup, ce qui est plutôt conseillé pour un programme de fidélité, c'est d'afficher un recrutement si la personne n'est pas dedans et d'afficher les points ou d'afficher une sorte d'incentive. Donc, par exemple, le nombre de points, le nombre de points que la personne a, si la personne a des rewards actuellement, dans le cas où il est dans le programme de fidélité. Pour ceux qui ont du mobile wallet, petite proposition. Si la personne est dans le programme de fidélité mais qui n'a pas ajouté son pass à son wallet, autant lui proposer d'ajouter le pass au wallet. Là, je retourne sur les templates pour montrer qu'on a un petit ajout de pass. Voilà. Donc, on a ici un joli template qui permet de dire ajoutez votre pass à votre wallet. Donc, rajoutez votre carte PopAt en mettant en avant justement le nombre de points, le nombre, le nombre de points récents. Et du coup, on va utiliser la même logique donc, de conditionnement. C'est-à-dire qu'on va venir dire si le
le client a justement une carte de fidélité chez nous. Donc en gros, on va regarder si sa membership n'est pas inexistante, donc n'est pas vide, alors on va afficher son wallet. On pourrait faire d'autres conditionnements pour aller plus loin, on pourrait dire, si, votre membership n'est pas inexistante plutôt et vous n'avez pas de wallet, donc ici on va aller chercher une variable qui est donc la mobile wallet, par exemple, user ID. Donc si le user ID est inexistant, donc on va prendre la même logique, on va dire, différent de vide, alors on va vous, proposer votre wallet. Et juste au-dessus, on va pouvoir utiliser donc, plutôt quelque chose pour afficher vos points. Donc si pour revenir sur la condition de si vous avez un membership, on va vous afficher tout bêtement vos points, on va dire, vos points pop-at et utiliser du coup la variable dans les loyalty, dire voilà, les N points. OK. Typiquement, ça, c'est des choses qu'on peut créer du coup à l'avance. Ces blocs, on les crée une bonne fois pour toutes parce que du coup, le paramétrage demande un petit peu de travail. Et en revanche, après, quand vous avez simplement à l'insérer dans les campagnes, dans les designs sur lesquels vous voulez les insérer, et évidemment, vous n'avez pas ce travail à refaire à chaque fois. Mais je pense que c'est effectivement intéressant de se dire que de manière soit perpétuelle, soit régulière, eh ben, il y a un encart comme ça qui peut être inséré dans les campagnes pour personnaliser et pour servir à porter le programme de fidélité. Parce qu'il y a toujours un enjeu soit de burner les points parce que, ben, on voit aussi très souvent qu'on a des clients qui ont des problèmes de fidélité avec un certain nombre de clients qui gagnent des points et qu'ils ont en fait du mal à faire en sorte que ces clients utilisent les points, alors que c'est vraiment la récompense qu'on a envie enfin, on a envie que les clients utilisent leur récompense parce que c'est comme ça aussi qu'on les fidélise. Ça peut servir du coup effectivement à ce que les clients dématérialisent leur carte et ou à ce qu'ils rejoignent le programme de fidélité parce qu'on sait que c'est évidemment toujours un enjeu d'arriver à recruter dans son programme de fidélité. Et je pense que c'est une bonne pratique, par rapport à ce bloc, si pour la fidélité, de pouvoir faire un bloc partagé parce que c'est quelque chose où le branding est très important et on va pouvoir le réutiliser très souvent. Donc utiliser plutôt les blocs partagés que les blocs sauvegardés, ça a aussi un avantage. OK. Merci Clément. Pour poursuivre, j'aimerais bien qu'on fasse un petit aparté sur les CTA, les call to action. Est-ce que tu as des conseils en particulier? Est-ce que tu as des conseils sur la taille, sur les liens de tracking, sur les bonnes pratiques? Comment maximiser la redirection qu'on veut, enfin le taux de clic, la redirection? Est-ce que tu as des conseils particuliers sur ce point-là des CTA qui est enfin, qui est assez important? Alors, oui, pour rediriger, le plus possible vers le site, en fait, les CTA, c'est pratique, donc ne pas en mettre trop parce que s'il y a trop d'informations, le client se perd. Donc, en mettre quelques-uns, mais pas trop. Toujours mettre le plus de liens possible vers le site. Donc quand on met un CTA, on va mettre, des liens intéressants, mais quand on va mettre une image, donc, en fait, comme, ici ou comme ici, ou même dans le header, ici, mettre des liens de redirection. Parce que les clients ont tendance à cliquer sur n'importe quelle image, enfin pas n'importe quelle image, s'ils ont vraiment un incentive particulier, ils vont cliquer dessus. Mais sans quoi, on a l'habitude maintenant, sur les sites d'avoir des liens dans tous les sens. Donc, par, réflexe, si on voit un header avec une image qui nous plaît, on va cliquer sur l'image. Donc il faut mettre des liens même derrière les images. Il faut mettre un lien derrière une image. Ici justement, c'est simple, on a dans l'action l'URL qui va rediriger vers le site. Donc on rajoute le lien ici. OK. Pas hésiter à mettre pas mal de liens. Sur les boutons en eux-mêmes, est-ce que tu as un conseil? Est-ce qu'on insère, une image sur lequel il y a marqué «cliquer» ou «acheter» ou est-ce qu'on crée un bouton sur lequel on rentre du texte? C'est quoi la bonne manière de faire? Alors, la bonne manière, c'est vraiment d'utiliser des boutons. Les boutons sont faits pour ça, plutôt que de mettre une image comme un bouton. Donc, avoir une image, enfin avoir, par exemple, designer son bouton sur Figma, l'avoir exporté comme image avec le texte dedans et l'insérer dans un email, c'est une très mauvaise pratique. Parce qu'en fait, l'image, on va dire la fonte de l'image, la taille, du texte sur l'image ne va pas tenir, enfin ne va pas être, en relation avec le reste de la fonte et de la taille sur l'email. Parce qu'en fait, l'email est responsive, donc entre un téléphone, entre un ordinateur, entre différents clients mail, le texte va légèrement changer. En revanche, l'image ne va pas changer et elle va être retravaillée. Donc en fait, du texte sur une image, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc faire un bouton avec une image, pareil, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je vois qu'il y a certaines personnes qui lèvent la main, il y a un espace de questions, en bas de votre barre navigation qui s'appelle Q&R. N'hésitez pas à poser des questions, c'est là qu'on voit les questions qui nous sont posées au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra. Je vois que Flora a levé la main, donc s'il y a une question, n'hésitez pas. Hem
Super, merci beaucoup. Je pense que j'aimerais bien parler aussi d'une fonctionnalité qui est pas la plus exploitée, mais que je trouve hyper intéressante sur cette notion de taux de clic. C'est la fonctionnalité de heatmap qui existe sur la plateforme et qui vous permet de voir quelles sont les zones de clic sur vos campagnes. C'est pas une fonctionnalité forcément à utiliser à chaque fois que vous envoyez une campagne pour analyser la performance de votre campagne, mais c'est plus régulièrement d'aller jeter un œil sur ces heatmaps pour aller voir quelles sont les zones de clic. Ça va vous permettre de voir s'il y a des zones qui sont en fait, finalement assez peu vues et assez peu cliquées et pour pouvoir optimiser les autres clics sur les emails. C'est intéressant d'aller y jeter un œil de temps en temps. Est-ce que tu peux nous montrer du coup, Clément, où est-ce qu'on peut avoir accès à cette fonctionnalité? Alors là, sur Pop-It, je vais pas avoir accès à OK, on montrera à la fin, on vous enverra le lien à la fin de la doc pour vous montrer où est-ce qu'on peut avoir accès à la heatmap parce que c'est intéressant, je pense, d'aller regarder de Mmh. temps en temps. C'est vraiment ça vous montre le design de vos campagnes avec les zones de clic, quelles sont les zones les plus cliquées. L'utilité vraiment de cette heatmap, c'est ça, c'est les zones de clic, vraiment voir si les personnes vont jusqu'en bas de l'email et ça permet aussi de, voir si le formatage que vous avez habituellement ou les images que vous mettez habituellement sont appétissantes, on va dire, donnent envie. Ouais. Par exemple, pour le header, si personne ne clique sur header, c'est qu'il y a quelque chose parce que c'est quand même quelque chose qui est cliqué, assez régulièrement. Donc s'il y a vraiment 0 clic et que le header, n'est peut-être pas assez intéressant. OK. Hem, on arrive ça fait déjà bientôt 45 minutes qu'on est ensemble, on arrive à la fin de l'email. Bon, pour terminer mon design, en général, j'insère un footer. La recommandation pour le footer, j'imagine que c'est un peu la même que pour le header. Ce qu'on veut, c'est insérer un bloc qui est Mmh. partagé de manière à ce que si on le modifie à un endroit, en fait, ça le modifie partout. Parce que vous pouvez très bien, un jour, rajouter un réseau social et vous le rajoutez sur votre bloc partagé et ça le propage sur toutes vos campagnes. Et les Hem mentions légales, surtout les mentions légales. et surtout Copier-coller des mentions légales, c'est très embêtant. OK, c'est long, c'est C'est long. fastidieux long et fastidieux. OK. Hem, Maintenant, qu'on a fini notre design, je pense que c'est intéressant de plutôt discuter de la manière, en général et des points de vigilance à avoir, pour optimiser, sa délivrabilité. Et quelles sont les bonnes pratiques générales pour optimiser la délivrabilité? Est-ce que tu as des recommandations, des points de vigilance à avoir sur les liens des inscriptions, les liens miroirs, ce genre de choses? C'est quoi l'état de l'art un petit peu sur ces sujets? Alors pour la délivrability, justement, il y a plein de liens qui sont très importants, comme le lien des inscriptions, qui est obligatoire. Donc si on va faire du transactionnel, on n'est pas obligé de le mettre. Mais en réalité, le mettre dans les designs, c'est toujours, un bonus, sachant que les clients vont rarement se désinscrire sur un lien de transactionnel, enfin sur un email transactionnel. Donc le lien done seul est important. Le lien miroir, c'est quelque chose qui était très habituel jusqu'à aujourd'hui parce que, on avait des clients mail qui étaient pas capables de toujours bien lire le HTML et du coup pour avoir on va dire pour avoir une bonne conversion, il était meilleur quand même de trouver un lien miroir, donc de permettre aux clients d'ouvrir exactement le même email mais dans un navigateur pour qu'ils puissent, avoir la version, un peu, jolie avec des images et tout. Mais aujourd'hui, quasiment tous les clients mail sont au même niveau et sont capables vraiment de lire le plus d'HTML possible. Donc le lien miroir, en fait, n'est, plus cliqué. Ouais, on a des statistiques là-dessus et on voit que, c'est même pas de l'ordre du, pourcent, du dixième de pourcent, du centième de pourcent. C'est vraiment, rien du tout. Donc le lien miroir, c'est quelque chose qu'on essaye de moins pousser. Voilà, c'est moins utile. En revanche, la version texte est peut-être moins utile aussi que le lien miroir parce que c'était pour la même raison, c'était pour un client mail qui n'est pas capable de bien lire l'HTML qu'on mettait cette, version texte derrière. Sauf qu'en Espagne, elle est obligatoire. Donc une version texte en Espagne, si vous ne la mettez pas, vous allez avoir des problèmes de déliv, voire, vous faire, poursuivre un petit peu de manière légale. Bon, c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement, il faut vraiment insister pour qu'il y ait des problèmes dessus, mais, elle est présentée comme obligatoire. De la même manière sur, tout ce qui est, on va dire, déliv, bonne déliv, il y a la partie, no reply, donc dans une adresse de réponse, on conseille de ne pas mettre no reply, donc c'est même plutôt recommandé de ne pas mettre no reply. Mettez plutôt quelque chose comme reply to marketing ou reply to, quelque chose qui va plutôt, inciter à répondre et par rapport aussi aux domaines, faites attention à vos domaines d'envoi. Donc les domaines d'envoi qui sont utilisés pour les senders, que ce soit des domaines qui matchent avec les domaines utilisés, par exemple, pour les liens traqués. Donc dans la plateforme, on vous permet de personnaliser vos domaines, justement d'avoir des redirections. Donc ça demande un petit setup technique, mais dès que c'est fait, ensuite vous êtes complètement libre. Ça va vraiment augmenter la déclarabilité, ça va permettre de faire reconnaître que, cet email est bien envoyé par vous, les liens sont envoyés par vous, le sender, c'est vous, les adresses de réponse, c'est vous, tout est vous. Donc nous, on fait les redirections côté Clio, mais c'est un setup à faire. Donc parfois, ils sont pas faits et il faut le faire. OK, super.
Merci Clément. On arrive un peu à la fin. Il y a un autre sujet dont j'aimerais bien parler parce qu'on a très souvent des questions de nos clients. Ça concerne plutôt les images dans les emails. Est-ce que tu peux nous dire là encore sur ce sujet, c'est quoi un peu les bonnes pratiques? C'est quoi l'état de l'art? Est-ce qu'il y a des enjeux de taille, de poids, de nombre d'images, des formats d'images qu'il ne faut pas mettre, des ratios texte-image? C'est quoi le statut aujourd'hui sur ces différentes questions? Parce qu'on a souvent des réponses qui datent d'il y a quelques années. Je ne sais pas si elles sont toujours valables. Alors, il ne faut pas oublier que l'image, en fait, n'est pas transportée avec le mail. Donc, mettre une image énorme, ça ne va pas faire grossir l'email. En revanche, mettre une image énorme, quand l'email va arriver dans la boîte du client et quand le client va vouloir ouvrir l'email, ça va faire que, à ce moment-là, il aura besoin de télécharger l'image. Donc, en fait, c'est son client mail qui va avoir beaucoup de mal à ouvrir l'email ou alors qui va afficher un email avec très peu d'images ou beaucoup de latence. Donc, ça revient au même. Ça veut dire qu'avoir des grosses images, c'est plutôt déconseillé. Donc sur les mails qui sont ouverts principalement sur les téléphones, il y a pas besoin d'avoir d'image en 4K. Sur les ordinateurs, il y a pas besoin d'avoir d'image en 4K parce qu'en fait, l'image, elle ne fait pas tout l'écran, c'est qu'une petite partie. Donc la résolution, voilà, on peut se permettre de faire des trucs beaucoup plus petits. Ce qu'il faut surtout, c'est tester pour voir le rendu, que ça donne et avoir quelque chose de, on va dire de raisonnable. De la même manière pour les GIFs, un GIF, ça peut être très lourd, mais un GIF, ça peut aussi être, pas très lourd. Si on arrive à bien l'optimiser, si on met pas trop d'images ou si on l'utilise au bon endroit ou assez petit, on peut avoir, plein de GIFs dans un email, ce n'est pas un problème, il faut juste qu'il soit de taille raisonnable. Ok. En plus de ça, pour les images, oui, il y a les bonnes pratiques sur la partie, dynamique. Quand on prend les images, comme on vous a montré là, dans le catalogue produit, il faut s'assurer que les images aient la même taille, le même ratio, on va dire qu'ils respectent un peu la même charte. Donc si vous affichez des images produits et que sur une image, il y a un modèle, que sur une autre image, il n'y a pas de modèle, c'est juste le produit face à un fond blanc, c'est perturbant dans un email. Donc, dans votre catalogue produit, essayez d'avoir des images qui se respectent toutes la même charte graphique. Ça, c'est quelque chose, d'assez important auquel on ne pense pas. Donc c'est pratique d'avoir du dynamisme, mais il faut quand même avoir des bonnes pratiques derrière ça. De la même manière, éviter les vidéos. Parce que de toute manière, les vidéos dans les emails, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, enfin, quand on met une vidéo, ce qu'on a, c'est on a un placeholder, donc une image avec un petit bouton qui dit lire cette vidéo sur YouTube, par exemple. Ça déplace le client vers une autre plateforme. C'est plutôt déconseillé. Heu et sinon, par rapport aux images, oui, le dernier point, dernier point, c'est sur, le tri des images. Quand vous utilisez justement une librairie ou la librairie Splio pour, trier vos images, prévoyez d'avoir des documents bien faits, enfin des dossiers bien faits, une arborescence assez bien faite pour pouvoir retrouver un peu vos images, de manière, pratique. Parce que mettre toutes les images en tas, c'est pas très efficace. Ok. Et sur le ratio texte-image, est-ce qu'il y a encore des règles là-dessus? La règle, la plus simple, c'est, avoir un bon ratio. Donc un bon ratio, qu'est-ce que c'est? C'est pas trop d'images parce que sinon on est vraiment, perdu. On a trop de choses à voir et en fait on sait pas exactement c'est quoi le contenu, c'est quoi le but de cette newsletter et inversement, si on a trop de texte, on a l'impression d'être dans un article Wikipédia, on a vraiment des textes dans tous les sens et en fait on est enfin c'est pas du tout appétissant quoi. Il y a trop de texte, on va rien lire. Donc un bon ratio, pas trop de texte, pas trop d'images, un peu des 2, des textes qui vont vraiment, à l'essentiel et aussi ne pas oublier que, le white space, ça existe, donc des espaces blancs pour avoir un petit peu, d'espace pour pouvoir respirer, c'est aussi intéressant. Donc dans le bon design, parfois, c'est bien de vraiment, condenser l'information importante à un endroit et de laisser de l'espace autour pour que vraiment on se focus, enfin, que le client se focus sur cette information importante. Ok. Dernière question, avant de conclure. Maintenant, mon email est prêt. J'ai plus qu'à appuyer sur envoyer. Est-ce que j'appuie sur envoi ou est-ce que je teste quelque chose avant de cliquer sur envoi? Avant de cliquer sur envoi, on va, tester son email. Donc j'ai fait une démonstration, celui-ci est finalement pas très joli. Je l'ai fait un peu trop vite. En général, je fais des plus jolis que ça. Donc, je vais prendre un autre, design. Justement, on va essayer avec celui-ci. Donc dès que l'on a fait son email, on va aller, simuler son email, puis tester son email. Donc, 2 étapes assez importantes. La simulation, c'est vraiment pour, voir le rendu, donc, voir ce que ça donne sur une boîte mail ou sur différentes boîtes mail. Donc là, on l'a fait, en mode desktop, celui-ci. On voit qu'on a bien, une condition sur les femmes, une condition sur les hommes, on a de la recommandation produit. On a tout ce qu'on a fait, avant et la simulation, on va vouloir la faire pour voir vraiment est-ce que sur un petit écran, ça rend bien. Donc là, on a la simulation rapide, ça c'est vraiment la version, très rapide. Est-ce que ça rend bien? Ça a l'air de bien rendre et sinon on a une, simulation, un peu plus précise qui est, juste ici et qui n'est pas activée sur cette, que je n'ai pas activée ici. En gros, ici pour expliquer un petit peu, vous avez ce qu'on appelle Email on Acid. C'est un outil, qui permet de faire la simulation
d'email, donc sur différents types de devices ou sur différents types de clients mail. Donc vous allez pouvoir, tester sur un iPhone SE, sur Outlook ou alors sur Gmail sur un ordinateur ou alors sur un iPad, en version, Landscape pour, Yahoo. Vous allez pouvoir, faire tous ces tests pour valider justement que le rendu, soit bon sur, l'ensemble de vos clients. Le but, donc là, c'est vraiment de voir le rendu, donc le contenu, comment vous l'avez designé, c'est la première étape. Dès que la simulation de ce rendu est bonne pour vous et que ça respecte bien les conditions, ça vous permet aussi, de tester ça. Vous allez pouvoir envoyer le test donc au reste de votre équipe, c'est-à-dire, par exemple, vos managers, soit vos pairs, pour, faire la dernière validation et vous allez pouvoir faire ça à travers les tests. Donc ici, mettre par exemple, donc votre adresse mail, plus l'adresse mail, de Mathilde. Voilà, pour pouvoir justement, faire valider et avoir, tampon final pour pouvoir faire l'envoi. Un dernier point, pardon, que j'ai oublié, j'y pense tout de suite. Ici, dans la simulation, on a parlé de conditions avant, donc là on parlait vraiment de rendu sans parler des conditions. Si on veut pouvoir faire un test sur quelqu'un, donc voir si les conditions enfin les variables sont bien remplacées pour la personnalisation et les conditions ici sont, bien faites, on va pouvoir faire la simulation sur un contact qui est en base. Moi je sais avoir un contact, pouvoir alors je crois avoir un contact. Alors, j'ai un contact, on a changé le nom. Donc voilà, mon la personnalisation qui est faite, ça nous permet de voir que la personnalisation en fait, fonctionne bien, directement ici. OK. Super, je vais poser les dernières questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas répondu. On a une question de Ardnor qui nous demande, est-ce qu'on a une limite par rapport aux polices que l'on peut utiliser dans le texte de l'email? Alors aujourd'hui dans le message builder, oui, on a mis une, limite sur en fait les polices qui sont les plus ou plutôt les seules polices qui sont acceptées par l'ensemble des, clients mail. Il y a beaucoup de polices qui ne sont pas acceptées. Donc quand on met des polices, particulières, des polices vraiment personnalisées, il faut savoir que, dans certains clients mail, elles n'existent pas ou alors elles ne sont juste pas acceptées. Ce qui fait que ça va retomber enfin le client mail va mettre une police par défaut Mmh. dessus et en fait, on a fait le choix de bloquer ça. Parce que si vous tombez sur une police par défaut, ça va être encore plus moche, encore plus bizarre, ça va vraiment Ouais. pas ressembler à votre image de marque. Ça ne va pas coller avec, les images ou si vous mettez du texte dans les images, ça va pas du tout aller ensemble. Alors que si vous choisissez une des polices par défaut qui n'est pas votre police de marque, mais qui est proche, vous êtes garanti que cette police va être acceptée dans les clients mail. Voilà, donc c'est un choix qui, voilà, par la suite, on réfléchit à la changer pour, certains clients mail pour voir, mais bon, c'est OK. encore une réflexion. Hem, Ça marche, merci. On avait une question aussi on parlait de la version texte. Où est-ce que alors pardon, ça s'affiche en plein écran. Je Ah, pensais que lancer le sondage, discrètement, mais visiblement c'est pas très discret. alors c'est, C'est le sondage, j'ai envoyé le sondage, pardon, à tous dans du coup, en plein écran. Je pensais que ça arriverait en petit pour, vous demander quel sujet vous intéresserait pour une prochaine masterclass. On a plusieurs sujets, le traitement des abandons de panier, les questions qu'il faut se poser pour la création d'un programme de fidélité, le wallet, la délivrabilité. Donc, n'hésitez pas, à voter. Hem, on peut répondre à une question en live qui nous a été posée sur le pre-header. Il y a un nombre de caractères, je crois qu'il est limité à 130. Si mon préheader fait 50 caractères, qu'est-ce qui s'affiche après? Est-ce que c'est le début du mail ou est-ce que ça affiche un espace vide? C'est un peu précis alors comme question, mais 50 normalement c'est bon. 50 quoique 50 c'est un peu limite. Quand on utilise la fonctionnalité justement de pre-header, il ne s'affichera rien après. Quand on essaye de faire ça de manière un peu en mode workaround directement dans l'email en mettant du HTML hidden, sur Gmail, on va voir le début du texte. Gmail, il va compléter avec tout le texte qu'il va trouver, donc OK. il faut avoir un pre-header qui soit assez long. Ouais, il faut essayer d'aller jusqu'aux 130 caractères. Ouais. C'était une bonne question. Alors pas forcément 130, normalement beaucoup moins. Je crois qu'une soixantaine, 60-70, ça Au suffit. moins la moitié, quoi? Ouais. OK. Ça marche. Il y avait une question sur la version texte, du coup, où est-ce qu'on la crée la version texte? Alors là, du coup, je partage plus mon écran. Est-ce qu'on voit mon écran derrière? Ah, on voit mon écran derrière. Ouais, alors il faudrait que je mette fin au sondage, ce qui est Alors, je peux pas le non, décaler. je réussis à Heu, bon, il y a 15 personnes qui ont voté, je mets fin au sondage. Comme ça permet de montrer où on crée la version texte. quand on est dans le builder justement ici, donc là on a le message builder qui nous permet de créer, l'email et juste ici, on a la version texte.
donc la version texte, on peut cliquer Generate from HTML et ça récupère tout le texte justement, de l'email qu'on vient de créer et ça nous permet donc de ne pas partir de zéro et ici on va pouvoir modifier. Donc la version texte, c'est exactement ce qui va s'afficher, dans l'email. On peut garder la syntaxe Plio. Donc par exemple, les conditions qu'on voit ici, Splio if, Splio else if, elles seront interprétées par le moteur de personnalisation. Donc, lorsque le client va recevoir l'email, il ne les verra plus. Donc si c'est une femme, il va avoir juste ce texte. Si c'est un homme, il va avoir juste ce texte dans sa version texte. Voilà, donc la personnalisation fonctionne dans la version texte. OK. Super, merci beaucoup. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Merci à tous.